Bonjour à tous et à toutes. Je suis particulièrement heureuse d'accueillir pour ce samedi du mois consacré à la transmission au féminin mes comparses du 11e, Alice de la Patronnerie et maintenant mon amie, on peut le dire, Stéphanie de Granny Plus dit Sugar Free. Je vais faire une légère introduction et ensuite, pour contextualiser un petit peu le sujet, et ensuite, mesdames, ce sera à vous. Et j'espère que vous serez freestyle, ce qu'on appelle chez nous la mode libre, qu'on essaye d'incarner. Une mode où chacun raconte ce qu'il a envie de raconter. J'ai quand même un petit peu travaillé. De quoi parle-t-on quand on parle de féminisme ? Ça a été un sujet ce mois-ci, pour ceux qui sont venus dans nos quiz, et même auprès de nos membres. Parce que souvent, il y a un petit peu une répulsion, même de nos créatrices indépendantes, qui pensent que le féminisme, c'est être contre les hommes. Voilà. Je voulais quand même recontextualiser, même si ce n'est pas le sujet, c'est la transmission, mais c'est en lien. Eh bien, non, le féminisme, ce n'est pas un mouvement contre les hommes, c'est un mouvement pour l'égalité des droits, des opportunités et des libertés. Et alors, encore une fois, qui mieux que vous, pour moi, aujourd'hui, dans le 11, vous pouvez parler de ce sujet avec gourmandise. Je vais aussi vous rappeler quelques petites dates que vous connaissez beaucoup, sans doute tous. Eh bien oui, c'est arrivé assez tard. Le droit et l'égalité des femmes, ça a été abordé à partir du 19e siècle. On s'est vraiment posé ces questions. Je rappelle quelques petites choses. 1944, on promulgue le droit de vote pour les femmes en France, puis appliqué en 1945. Vous le savez aussi, 1965. Qu'est-ce qui se passe en 1965 ? L'avortement. Non, c'est plus tard. C'est le droit de travailler sans autorisation et d'ouvrir un compte bancaire, pour ceux qui veulent faire mon petit quiz tout à l'heure. Et en effet, ma chère Stéphanie, en 1975, Simone Veil, avec le droit à l'avortement. En effet, tu nous en parleras, surtout le droit à disposer de son corps tel qu'on le veut. Autrement dit, tout ça c'était hier. J'aimerais parler de la mode. Dans ce décalage dans la mode, il est particulièrement visible parce que dans la mode, 70% des travailleuses et des personnes, ce sont des femmes. Si aujourd'hui, avec différentes lois, on peut dire que dans l'ensemble du secteur de la mode, avec les différentes lois comme la loi Copé, etc., on a quasiment une égalité dans les conseils d'administration hommes-femmes. Néanmoins, et c'est bien là le sujet de l'entrepreneuriat et de la prise de décision, dans ce qu'on appelle très clairement les conseils de surveillance, les organes de décision, c'est beaucoup moins. Donc ça, c'est un petit peu le sujet. Donc ça avance, mais aujourd'hui, finalement, c'est le sujet de notre discussion, parce que c'est une discussion, ce qu'on a envie, nous aussi, à la Maison des Autres Modes, de porter, et que vous portez, mesdames, c'est qu'il faut penser à la mode comme un levier culturel, et on est là pour penser une mode plus inclusive, une mode qui respecte et qui est plus attentive au corps, et je pense une mode qui est un peu plus connectée aux réalités de vie des femmes. Et donc c'est exactement ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui à travers vos différentes expériences. Alors je vais prendre un peu de temps parce qu'ensuite moi je vais vous passer la parole, parce que j'ai quand même voulu vous citer quelqu'un que je crois qui était assez cher, Maya Angelou. Alors je suis quand même obligée, c'est un peu pour toi ma chère Stéphanie, parce que je suis très contente de vous dire qu'aujourd'hui Stéphanie vient d'être lauréate du Social Starter des canaux, la maison des canaux dans le 19e, et qu'elle intègre, également, on peut l'applaudir, l'incubateur BGE Paris Initiative d'Emploi. Donc je peux vous dire que c'est non seulement un projet qui va compter pour le 11, mais qui va compter sans doute pour Paris, et j'espère bien ailleurs. Je te fais cette petite dédicace à toi de Maya Angelou, qui est donc une poétesse américaine, pour ceux qui la connaissent. C'est la traduction en français, je ne vous la fais pas en anglais. Pourtant je m'élève, tu peux me faire passer à l'histoire avec tes mensonges pervers et me traîner dans la poussière, mais comme elle, je me soulèverai. Mon exubérance t'irait-elle ? La tristesse te gagne. Pourquoi ? Parce que j'avance comme si j'avais des puits de pétrole chez moi. Tout comme les lunes et les soleils, aussi sûr que les marées, tel un espoir qui se réveille, toujours je m'élèverai. Voulais-tu me voir briser, la tête courbée, les yeux baissés, mes épaules tombant comme des larmes, par mon âme en pleurs diminuée ?
Est-ce que mon dédain qui t'offense te peine vraiment à l'accepter? Car je ris comme c'est des mines d'or dans mon jardin étaient creusées. Tire-moi dessus avec tes mots, saigne-moi donc avec tes yeux, tue-moi avec ta haine, mais pourtant, comme l'air, je m'élèverai. Mon côté sexy te dérange? Et pour toi, est-ce une surprise que je danse comme si des diamants nichés au croisement de mes cuisses? Des taudis honteux de l'histoire, je m'élève. D'un passé pétri souffrance, je m'élève, tel un océan noir, bondissant et immense, débordant, grossissant, je porte la marée. Abandonnant les nuits de terreur et d'effroi, je m'élève. Dans une aurore à l'éclat merveilleux, je m'élève. Apportant des cadeaux offerts par mes aïeux, je suis le rêve et l'espoir de l'esclave. Je me lève, je me soulève, je m'élève. Voilà, donc je voulais vous faire une petite introduction à ce qui est pour moi m'a élevée un petit peu dans ma vie de femme. Je me demande d'ailleurs si j'ai pas des origines black. Voilà, donc Maria Angelou. Et avant de vous passer la parole, j'aimerais vous parler du livre d'Audrey Millet. Pour introduire quand même le sujet par rapport au textile un petit peu, on va un peu recentrer là-dessus. Audrey Millet, qui est membre, qu'on ne présente plus, sociologue, chercheuse, écrivaine, qui a fait des études de mode et qui fait partie de la famille et bien de la maison des autres modes. Elle a écrit un ouvrage qu'elle est venue présenter ici, La couturière de Marie-Antoinette. En fait, c'est Rose Bertin qui est l'invention de la haute couture. Alors, comme les rues de Paris, où on nous dit souvent qu'il n'y a que 15%, et c'est pourtant, je crois, une bonne statistique de rues qui sont au nom de Paris, eh bien non, ce n'est pas Monsieur Charles Frederick Worth qui est à l'origine de la haute couture. Donc, je lis juste quelques lignes et je vous passe la parole. C'est son introduction. Pourquoi Charles Frederick Worth entre-t-il dans l'histoire comme le père de la haute couture, alors que Rose Bertin en a inventé tous les codes un siècle plus tôt? Cette injustice de la postérité intrigue. Wait and see, et n'hésitez pas à aller chercher l'auteur de l'ouvrage d'Audrey. C'est délicieux comme tous les livres. Écoutez, maintenant c'est à vous. J'ai fait ma petite introduction, on a contextualisé. Alice, je te remercie d'avoir pris le temps en plus parce qu'on a plusieurs vies. Mère entrepreneuse, d'être venue en ce samedi partager quelques moments avec nous. Tu peux nous raconter rapidement ton parcours, ce que tu as envie de dire, d'où tu viens en fait, avant de me parler de la patronnerie. Alors, je vais essayer d'être concise. Donc, moi, j'ai un background... j'ai étudié les arts appliqués, voilà. Donc, un background créatif. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat assez rapidement à mes 24 ans. Donc, j'ai monté une première boîte qui a été un échec avec de la production made in France, qui était compliquée à vendre à l'époque, parce que c'était il y a 15 ans. Ensuite, j'ai fait du freelance et j'ai décidé de monter un écosystème féministe dans le 11e arrondissement, qui est 100% dédié aux femmes. Donc, c'est un lieu en non-mixité. Ça sera un sujet à aborder. J'étais pas une élève très studieuse, donc il faut savoir que je n'ai pas le bac et j'ai fait des études dans le bâtiment en tant que chef de chantier. Voilà, donc j'ai été entourée d'hommes à une grosse partie de ma scolarité. On était 2 dans mon lycée du bâtiment, donc c'est aussi ce qui m'a donné, je pense, les armes pour avoir envie de créer vraiment une synergie entre femmes, parce que j'ai retenu aussi de bonnes leçons de nos homologues masculins. Voilà. Ça recadre les chemins de vie. Et toi, ma chère Stéphanie, c'est quoi ton histoire? Quoi vous dire? Je vais vous faire chercher un peu dans ce cas-là sur Google. Donc moi, c'est Stéphanie et je suis connue aussi au nom de Riley, qui est mon blase d'artiste depuis 25 ans. Je suis née la même année que Miss Piggy et le même jour que Al Pacino. Comme ça, je vous laisse chercher. Donc, que dire? Pareil, moi, mon parcours, J'ai démarré franchement un peu plan-plan. BTS assistante de direction, un bac commerce. On m'a dit tu feras du commerce comme tes parents. Et puis voilà, donc j'ai fait de l'immobilier pendant 16 ans. Comme ça me passionnait tellement, j'ai commencé à faire de la photo en tant que modèle grande taille. Ensuite, j'ai fait du modèle vivant, toujours en tant que grande taille. J'ai créé une marque de bijoux et d'accessoires parce que l'immobilier me gonflait tellement qu'il fallait que je fasse autre chose. Il fallait que je fasse quelque chose d'artistique et de créatif pour me sentir exister. À un moment, j'ai vu mon poids comme un avantage, donc j'ai foncé. J'ai été aussi performeuse burlesque décalée, mais plus axée freak show. Donc j'ai performé dans des super lieux, à Paris, Europe. Et comme la mode m'a toujours passionnée, en fait, et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'existait pas. C'était le fait de pouvoir avoir des vêtements grande taille de seconde main. Tu nous en dis trop pour l'instant.
Ok, alors je m'arrête là. Voilà, je suis aussi devenue maman sur le tard. J'ai mon Minus qui m'accompagne très souvent partout où je vais. J'en suis très fière et je suis contente aussi de lui communiquer mes valeurs et de l'élever dans des idées non grossophobes, non binaires, non sexistes. Quand tu faisais de la performance burlesque, Ouais. c'était sur quel... En fait, je me déguisais vraiment, par exemple, en grosse femme à barbe, en drag queen avec 3 perruques sur la tête, avec des tenues assez exubérantes, des maquillages très hauts en couleur aussi. Mais je me montrais telle que j'étais, avec mon corps gros, en fait, en bougeant comme je pouvais, parce que je ne suis pas du tout danseuse. Je me montrais juste, de dire, voilà, je suis là, j'existe. Je suis sur le devant de la scène, là où les nanas grosses ont du mal à rentrer en boîte. Ben moi, je bosse pour les boîtes, je suis devant. Et à ceux qui me critiquent, globalement, je vous en... papa out. La prise de poids, La prise de poids, c'est... oui... Alors, c'est arrivé vers mes 20 ans, parce que j'ai eu des problèmes de santé, j'ai pris des médicaments qui m'ont fait prendre énormément de poids. Donc, on va dire que, oui, je crois que vers mes 20 ans, je faisais à peu près 60-70 kilos. Bon, je suis montée jusqu'à 130 récemment. Donc ça fait, voilà, une grosse prise de poids. Il y a un moment de ma vie où effectivement ça allait pas du tout et j'ai eu un déclic vers 25-26 ans où j'ai décidé que je ne voulais plus me cacher et cohabiter avec le corps que j'avais pour vivre pleinement ma vie. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé justement à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est la patronnerie? Est-ce qu'il y a je crois qu'il y a des entrepreneuses, tu vas nous en parler. Est-ce que tu as des projets aussi qui sont, ou des femmes qui sont très concernées par la question de la taille, de l'acceptation du corps? Ça m'intéresse, quoi, voilà. Parle-nous de la patronnerie. Alors, la patronnerie, c'est donc un lieu qui existe dans le 11e depuis 9 ans. On a aussi une boutique collaborative. On s'est rencontrés d'ailleurs via la boutique qui s'appelle Patron Shop. Donc ça, c'est un format associatif de la patronnerie. Et l'objectif, c'est de travailler en fait sur l'égalité femmes-hommes. Donc, quand on décide de devenir chef d'entreprise, quand on prend cette posture, on devient une patronne. L'objectif, c'est de pouvoir s'affirmer, de travailler une grosse partie sur la confiance en soi, mais aussi, nous, on pense que la confiance en soi, elle vient à travers le fait d'être quand même sur une posture où on va avoir une rentrée d'argent, voilà, pas pour parler un peu vulgairement pour certaines personnes, mais avoir une entreprise qui roule, c'est avoir une entreprise qui a du poids, c'est avoir une entreprise qui va permettre aux femmes de s'affirmer, de se montrer et d'avoir des prises de parole plus fortes, parce que on est quand même dans une société capitaliste et que l'argent régit beaucoup de choses. Non pas qu'on essaye de combattre quand même cette manière de penser les choses, mais il faut être armé avec les bons outils et ça passe souvent par le pouvoir financier. Voilà. Et donc, dans cet écosystème, on va vraiment travailler sur la synergie qu'on peut avoir entre femmes, sur le travail sur la sororité, le fait de travailler sur la recommandation. Donc, c'est que des femmes qui ont des métiers complémentaires, de manière à pouvoir proposer des choses ensemble, etc. Et effectivement, alors il faut savoir que nous, on est par exemple dans la boutique, la Patron Shop, considérée comme la première boutique écoféministe, parce que quand on parle de business chez les femmes, et bien souvent, il y a quand même une portée écologique. Donc finalement, il faut savoir qu'on entreprend en moyenne à l'âge de 40 ans. Et à 40 ans, quand on décide d'entreprendre, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on était moins en adéquation avec les valeurs de son entreprise, qu'on était en réflexion sur qu'est-ce qu'on a tenté dans le monde, parce que ça vient souvent avec la maternité aussi. Et on a envie d'avoir des entreprises plus vertueuses. Donc, on fait attention à plus aligner comment on consomme, la manière dont on travaille son produit aussi. Donc, on a des femmes qui sont dans le secteur de la création, dans le secteur de la culture, mais aussi des femmes qui sont dans le service et qui ont une vraie réflexion sur comment elles ont décidé de mener leur carrière, comment elles décident de développer leur entreprise. D'où l'intérêt aussi d'avoir ce positionnement quand on est créatrice, en tout cas, de comment on décide de créer un nouveau produit, si on décide d'en créer un ou si on décide d'être sur, par exemple, du seconde main, quand on est dans le secteur de la mode. Et dans le secteur du service, qui on décide d'employer, sous quelles conditions, pour être toujours sur des cercles plus vertueux.
et de la production éthique. Voilà. Comment ça se passe en fait concrètement ? J'imagine que j'ai 40 ans. J'ai un projet, mais c'est le cas de figure. Là, tu as fait le portrait type de nos créatrices ici, qui sont 90% des femmes entrepreneuses qui ont voulu s'aligner à un moment. C'est quoi mon problème ? Pourquoi je viens chez toi ? Et comment ça se passe un peu concrètement quand même ? Nous, on a vraiment 2 cas de figure. C'est que dans les femmes qu'on accueille, il y a à peu près une vingtaine de places. On va toujours avoir 50% de porteuses de projets, 50% de chefs d'entreprise confirmés. Pourquoi ? Parce qu'on travaille vraiment en co-construction. L'objectif, c'est de s'entraider. Donc, quand on est une jeune entreprise, on a besoin d'être épaulé par des femmes, chefs d'entreprise, des rôles modèles, qui ont peut-être des entreprises qui existent depuis au moins 5 ans, donc qui peuvent être là pour être moteurs de « je suis rentable, j'en vis, tout va bien, tu vas y arriver ». Et pour les porteuses de projets, ça leur permet d'accélérer beaucoup plus vite, en fait. Et en fait, on accélère beaucoup, souvent lié à j'ai envie de dire presque des discussions de comptoir, de se dire ok, comment t'as fait pour être rentable, comment t'as mieux produit, est-ce que t'as des fournisseurs à me conseiller, etc. Donc ce qui est important, c'est le ratio, pour nous en tout cas, porteuse de projet, chef d'entreprise confirmée, et c'est comme ça en fait que l'accompagnement se fait de manière assez organique. Oui, on fait une sélection parce que pas de métiers similaires. Pour éviter une concurrence. Voilà, il y a un jeune entrepreneur ou même porteur de projet ou entrepreneur déjà confirmé, il y a une sélection pour pas avoir de projet. Oui, si on te fait un exemple concret, là on a une chef d'entreprise qui vient d'arriver, qui a lancé une marque de tisane sur les tisanes dédiées au cycle menstruel. Du coup, on sait que on a aussi une ancienne chef d'entreprise qui est herboriste. Donc, ça va tout de suite pouvoir créer des ponts entre cette tisane et la production de plantes responsables, etc. On met toujours en corrélation au moins 2 chefs d'entreprise, 2 patronnes qui peuvent s'épauler. Ensuite, tu les mets en relation ou il y en a une qui parraine l'autre Il y a toujours une mise en relation, parce que en fait, l'objectif, c'est toujours cette notion de synergie, d'être sur le cercle vertueux, etc. Il va y avoir de la mise en relation, et puis ça va permettre aussi souvent aux chefs d'entreprise qui existent depuis plus de 5 ans de pouvoir retrouver l'énergie d'une porteuse de projet qui pense les choses différemment, qui vient d'arriver aussi sur le marché de l'entrepreneuriat. Donc, en 5 ans, le marché, il évolue. Donc, ça elle permet de dire, voilà, moi, j'ai fait mon benchmark, voilà ce que je vois aujourd'hui. Et donc, ça apporte à la chef d'entreprise qui est là, qui existe depuis un certain temps des choses, et ça apporte à la porteuse de projet d'autres choses. Donc, ça se nourrit. La question de l'accessibilité à la taille en vêtements. Est-ce que tu as des entrepreneurs qui sont au sein de... Oui, dans le secteur de la mode, pour refaire le fil conducteur avec ici, il y a toujours ce parti pris qui est donc dans une dimension plutôt écoféministe du travail autour de la seconde main et du travail sur la production d'un vêtement. Donc là, par exemple, de cas concret, on a une modéliste qui travaille sur des marques. D'ailleurs que Marine, à qui on en avait parlé. Voilà. Marine Dufour qui va ouvrir une usine de production de vêtements Made in France dans le 20e. Donc là, elle est restée 6 ans à la patronnerie et là, elle ouvre son usine dans le 20e. Et par exemple, elle travaille avec une marque en ce moment de grande taille. Et donc, le cercle vertueux, c'est qu'à côté de ça, au-delà de faire ce travail de patronage, de mettre en relation avec du tissu de seconde main, issu de grandes maisons de couture. Donc elle, c'était un projet de faire fabriquer la grande taille, en fait. Ouais, en fait, son objectif, c'était d'avoir surtout pouvoir permettre à ces jeunes structures de faire de la micro-production à Paris. Donc, en fait, de faciliter le prototypage. On va passer à Stéphanie. Alors, en fait du coup, parce qu'en fait, souvent, et je pense que tu vas nous parler de ce problème, c'est qu'on essaie de mettre ça dans une niche, quoi. Il y a toutes les bonnes femmes qui font plus de 42, elles sont ensemble. Donc, parle-nous de ton projet. Du coup, Stéphanie, pourquoi ce projet ? Je vais juste rajouter aussi que même sans se connaître, du coup, j'ai été une des mannequins justement pour le patronage des leggings et brassières de sport grande taille. Mon projet, justement, c'est de permettre une autre façon de consommer au corps gros. Alors, sachant que pour moi, gros n'est pas un gros mot, c'est juste un adjectif, mais c'est le manque d'options qui est obscène, je préfère quand même le dire, parce qu'en fait, il n'y a plus de boutiques. Sur Paris, les boutiques grande taille disparaissent, les tailles qui existaient dans les magasins style H&M, le rayon grande taille a fermé, donc on ne trouve uniquement maintenant qu'en digital, que sur des e-shops, des vêtements grande taille pour s'habiller. Alors je ne parlerai pas de l'ultra fast fashion qui nous pollue depuis des années, où certes il y a énormément de choses,
Bon, après, faut voir effectivement comment ça a été produit et la qualité. Concrètement, on a quoi comme choix quand on a un corps gros et qu'on veut s'habiller sympa, qu'on veut pas s'habiller comme un sac à patates, qu'on veut pas avoir une coupe passe-partout qui nous invisibilise. Pareil, ne pas non plus se sentir infantilisé dans les vêtements avec un t-shirt avec une licorne dessus. Parce que la mode, en fait, n'a jamais considéré les corps gros comme un segment de la mode. Parce qu'elle veut qu'on soit, comme je dis souvent, soit sage, maigri et revient. Alors, elle l'a considéré dans d'autres marchés du Nord. En Allemagne, il y a vraiment... Mais en France, non. Aux États-Unis, oui. En Angleterre aussi. C'est intéressant. En Angleterre aussi. Aux États-Unis aussi. Ils sont... je pense qu'ils sont un peu précurseurs, et c'est grâce aussi aux États-Unis qu'on a eu le mouvement body positive qui est arrivé en France il y a quelques années. Mais en France, globalement, on s'habille où quand on veut être soit stylé, soit juste avoir des basiques, mais fait dans des matériaux corrects, pas du polyester. Globalement, on fait quoi? En ressourcerie et friperie, alors il y en a effectivement qui s'ouvrent un petit peu partout. On trouve beaucoup de choses, mais généralement, comme c'est issu de dons, voilà, il fonctionne avec des dons, il n'y a pas beaucoup de dons en grande taille qui sont faits. Le vêtement n'est pas forcément mis en avant, voilà, c'est mis de côté. Et en fait, ça invisibilise toujours les corps gros qui voudraient pouvoir s'habiller autrement à prix raisonnable. Donc moi, mon idée, comme j'adore chiner, comme j'ai toujours été en fait dans les vides-greniers avec mes parents dès que j'étais petite, que j'ai été sensibilisée à la seconde main quand j'étais petite, que je me suis toujours, en fait, quand j'ai commencé à grossir, il n'y avait rien dans les magasins. Quand on dépasse une taille 44 à l'époque. Et donc, je me suis mis à acheter sur eBay. eBay Angleterre, eBay États-Unis. Et il n'y a que là où je pouvais m'habiller. Et on me disait, ouais, t'es stylé, c'est sympa et tout, etc. Non, ça fait très longtemps, ça doit faire 25 ans que cette idée-là de faire de la seconde main grande taille chemine dans ma tête. Je me suis toujours habillée en ressourcerie, en friperie, en vide-grenier, de temps en temps du neuf. J'ai essayé aussi l'ultra fast fashion, mais j'en suis vite revenue. Parce que moi, j'aime bien garder mes vêtements longtemps. Et que c'est globalement impossible avec les marques que je ne citerai pas. Et que j'ai besoin de me sentir à l'aise, que j'ai besoin de me sentir exister. Du coup, pour moi, il n'y avait que le vintage, en fait, qui me parlait. Donc voilà, j'ai commencé à chiner. J'ai commencé aussi à chiner pour mon fils. Et m'est revenu en tête, mais faut que je fasse quelque chose, en fait. Enfin, les corps gros ne sortent plus, les nanas ne sortent plus. Elles sont frustrées quand elles vont avec des copines qui sont minces en boutique, parce qu'elles ne trouvent rien. Donc elles bougent plus, elles commandent juste sur internet, et moi j'aimerais vraiment que ça puisse changer. J'aimerais pouvoir mettre ma petite pierre à l'édifice comme je l'ai fait un petit peu partout, ne serait-ce que dans la photo, dans le fait d'être performeuse aussi. Moi j'aime tenter de forcer les portes en fait, donc je me dis pourquoi pas continuer là-dessus. C'est quand que l'idée a commencé à germer, parce que dans ton cas de figure, en effet, il y a un parcours artistique aux alentours de la quarantaine. C'est les dernières statistiques. Merci. La première idée, c'était il y a 25 ans, en fait, c'est quand je suis rentrée dans les sites de anti-grossophobie. Il y avait quelques sites comme ça, vraiment, qui mettaient les corps gros en avant, avec des forums, des soirées, des organisations de vide-dressing. Du coup, c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Au début, c'était plus peut-être éventuellement faire un dépôt-vente, parce qu'à cette époque-là, il y a 25 ans, la seconde main, ça n'avait pas trop le vent en poupe. Mais voilà, puis par tout ce que j'ai fait aussi, en termes de photos, trouver de la lingerie, quand on va voir de la lingerie chouette, sympa, quand on veut faire des photos, on la trouve où, quoi. Donc oui, tout ça, ça fait son cheminement, et avec l'ère de la seconde main, et je me suis dit, je vais m'y remettre sérieusement. Et j'ai trouvé des trucs super, et quand je commençais à montrer mes trouvailles sur internet, je me disais ouais c'est sympa, comment je les accessoirisais, je me disais c'est chouette, je trouvais des robes de grand-mère années 80 que j'adorais, et qui ont une super coupe pour les corps gros, et qui sont dans une qualité juste de fou après 20 ou 30 ans, avec des motifs super sympas qu'on peut retrouver dans l'ultra fast fashion aussi, mais là au moins c'est du vrai, c'est du réel, ça a déjà vécu, et enfin je sais que pour moi c'est important. L'idée c'est venu comme ça, et tu sais comment ça s'appelle, ce que tu as fait? Non. Ça s'appelle un POC, Proof of Concept. Oui. L'objectif, c'est que tu as testé, tu as étudié le marché, tu as pris un temps, tu as donc fait plusieurs choses qui sont dans ton secteur de prédilection. Ouais. Présenter ton corps c'est ton projet entrepreneurial. Oui. Et donc le POC, c'est, je fais ce travail de créer une entreprise, enfin en tout cas je teste l'entreprise avant même de la créer. Et c'est exactement ce que j'ai fait depuis 2 ans.
parce que j'avais besoin de voir, vu que ce que je propose, donc moi c'est une friperie recyclerie grande taille, avec des intervenants extérieurs qui viennent parler anti-grossophobie ou des conseils par rapport au style, de parler également de TCA. Voilà, j'ai un groupe d'intervenants que j'ai envie de valoriser aussi dans mon projet, de faire aussi des talks, donc de parler de tout, de rien, de la pluie, du beau temps, mais qu'on puisse s'entraider entre nous, qu'on puisse échanger, peut-être à la manière comme les tentes rouges, voilà, que ça puisse nous faire du bien, qu'on ressorte de là avec du pouvoir en fait. Et ça fait 2 ans que je teste donc mon idée, que je l'affine au fur et à mesure. Et je me dis, en fait, c'est nécessaire parce que ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Il n'y a rien qui existe tel quel. Il y a des boutiques qui vont effectivement vendre des vêtements grande taille, mais des vêtements donc, de confection. Mais dans la seconde main, il n'y a rien. Alors, je sais que le sourcing est compliqué, mais moi, j'y arrive. Donc, j'ai l'avantage d'adorer chiner, de savoir où aller, d'avoir le temps de le faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Passionnant, on va revenir dessus, donc je vais rebondir avec Alice justement. Là, comme tu disais, Stéphanie est dans la phase, elle a fait son proof of concept. Généralement, quand ils arrivent, c'est les étapes, je parle des porteurs de projets justement, ça se passe comment ? Ils viennent avec, tu vas me dire, ça dépend. Raconte-nous un peu, comment ça se passe ? Proof of concept, où ils arrivent avec l'idée, où ils sont au stade de l'idée. Le proof of concept, ce qui est intéressant, c'est que, alors là, c'est quelque chose qu'on met en avant quand on fait une école de commerce. Voilà, eux connaissent le process. Quand on vient d'un parcours artistique, quand on a fait art appliqué comme moi, c'est des choses qu'en fait on met en pratique. Et puis un jour, on découvre comme ça qu'en fait, il y a une terminologie qui existe. Donc, c'est important d'avoir ces armes, de connaître ces termes pour justement se dire. Je suis légitime, j'ai fait mon POC, donc je sais que mon business est viable financièrement. Donc moi, je dis toujours aux femmes qui commencent, et bien souvent en fait, elles commencent, elles décident, elles ont une idée de boîte parce qu'elles l'ont testé. Elles sont souvent leur première cliente finalement. Donc elles arrivent avec ces armes et en fait, on va... peut-être rationaliser les choses, les accompagner sur la formulation, sur la prestance à avoir, notamment quand on décide de faire des concours pour avoir des subventions. C'est important à ce moment-là de rentrer dans des cases et de pouvoir cocher certaines choses, voilà. Et donc l'idée c'est de se dire, alors elles arrivent souvent, elles ont déjà fait leur POC, sauf qu'elles savent pas ce que c'est, donc voilà, là on va leur dire, c'est bien, t'as fait ton proof of concept, tu sais que ça fonctionne, tu sais que ça roule. Il y a souvent un petit calcul des marges à faire derrière, parce que ça c'est pas évident, parce que quand on a un produit niche, l'intérêt d'avoir un produit niche, c'est de le vendre plus cher, même quand on aime, parce que si on se dit oui, mais j'aime, oui, d'accord, mais est-ce que tu vas pouvoir en vivre derrière ? Parce que quand on a des beaux projets, ce qu'il faut, c'est pouvoir continuer à transmettre le message, donc s'agrandir. Pour ça, il faut avoir un appui un peu financier derrière. Du coup, tu es en train de me dire là que quand il faut passer au stade supérieur, c'est le financement sur lequel vous les accompagnez, ouais. Etc. Elles sont vraiment, parce qu'on parle bien des c'est vraiment les professions créatives, les cultures, les gens qui ont vraiment un projet, mais qui vont pas essentiellement, ils ne sont pas des gens qui sortent nécessairement de grandes écoles de commerce. Exactement. C'est ces deux sujets, comment ça prend du temps ? En tout cas, ça c'est vrai que c'est des choses qu'il faut avoir, qu'il faut maîtriser. Donc nous, on a énormément de femmes qui sont dans le domaine créatif. Donc il y a cette partie accompagnement et c'est pour ça aussi qu'on a créé le format associatif. Parce que du coup, on a la patronnerie qui est un coworking c'est féministe. On dit pas féminin, on dit féministe chez nous. Voilà. Et il y a cette fameuse boutique qui s'appelle le Patron Shop. Et là, c'est un format collaboratif où en fait les femmes ont un loyer à payer, donc ça les responsabilise en se disant si j'avais une boutique il y aurait des charges à payer tous les mois. Par contre elles n'ont pas de commission sur les ventes, donc c'est à elles de vendre leurs produits, donc elles se relaient, ça leur permet d'apprendre les arguments commerciaux, ça leur permet de voir si les produits partent vite, trop vite, pas assez vite, ça leur permet d'étudier aussi le terrain, de savoir si elles sont bien localisées, parce que le 11e c'est souvent une zone d'émergence où on se dit ah c'est super, il y a une mixité, il y a quand même un pouvoir d'achat, donc on va se situer dans le 11e. Mais est-ce que son produit il est bien placé en fait pour cet arrondissement de Paris ? Et là du coup on en sort avec des clés, on en sort aussi avec des premiers CA, et c'est beaucoup plus facile d'aller voir une banque quand on a et une communauté et un CA qui est développé, parce qu'on peut dire regardez, j'ai fait mon POC, mais en plus j'ai déjà un premier bilan parce que j'ai été dans une boutique collaborative, et en plus j'ai pris le temps de pouvoir développer mon image de marque et ma communauté. Elles vont chercher de l'emprunt plutôt ?
Elles vont chercher de l'emprunt parce que nous, en tout cas, on a beaucoup de femmes chefs d'entreprise qui veulent leur objectif à terme, c'est d'avoir un atelier ou une boutique. Donc là, l'avantage, et c'est là, faut pas avoir peur, c'est qu'on peut emprunter. Il y a 2 modèles économiques. Quand on est une start-up, on va chercher des financements dans la tech, etc. Donc on va faire appel à des business angels. Quand on est sur des métiers de commerçants, concrètement, on va demander à la banque. Et il faut pas avoir peur de ça, parce qu'en fait, la banque, c'est notre allié. Donc moi, je conseille même souvent d'aller voir la banque avec le projet, de se prendre une petite raclée, généralement. Après, on se dit, on choisit, on prend une femme. Voilà, parce que voilà. Et après, la banque, elle va vous dire, sur ce projet, il faut tant. Alors, attention, ça marche pour les locaux, ça ne marche pas sur de la production. Mais voilà, donc en tout cas, c'est le premier atout, le premier pas à faire. Et puis comme ça, on avance plus vite par la suite. Alors ça permet de passer finalement, la transition est toute trouvée pour Stéphanie. Stéphanie, donc le projet, tu nous l'as dit, c'est d'ouvrir un lieu. Et t'en es où justement, si on reprend le déroulé d'Alice, et c'est quoi finalement les freins aujourd'hui? Alors moi, en fait, c'est un petit peu différent parce que pour le coup, mon projet, c'est un projet associatif en cours de déploiement, association de l'ESS, loi 1901, donc où l'intégralité des bénéfices sont réintégrés dans mon asso pour la faire vivre et également dans d'autres assos. Donc ce qui veut dire que je suis présidente bénévole, ce qui veut dire que je bosse pour la gloire. Sur le principe, je suis OK. Sauf que il faut quand même que je puisse nourrir mon fils. C'est pour ça que j'ai testé mon projet à la base sous mon auto-entreprise. Et je pense que je voulais la faire disparaître, mais je pense que je vais la garder pour proposer pareil des vêtements, on va dire grande taille, mais on va dire peut-être plus comme je disais, j'aime pas le terme luxueux, mais j'ai pas encore trouvé trop de noms puisque je cherche à intégrer vraiment ça dans mon cerveau et c'est pas encore super évident en fait, parce que moi je vis vraiment asso et je vis pas profit perso. Donc proposez-moi quelques fringues vraiment triées sur le volet, peut-être effectivement plus chères à un autre persona, d'un point de vue commercial, un autre type de clientèle, globalement les gros et les grosses qui ont de l'argent, que je ne vais pas avoir avec mon association. Donc ça c'était juste pour le petit distinguo. Et par rapport à mon asso, alors ce qui est compliqué, certes j'ai fait des pop-up, j'ai pu voir que c'était viable, j'ai pu voir ce que je voulais faire, j'ai pu également estimer le budget de démarrage dont j'avais besoin. Je souhaite un local en bailleur HLM dans le 11e, sur un secteur populaire, donc du bas Belleville, Folie-Méricourt. C'est compliqué parce que pour avoir un local, on nous dit faut de l'argent, et puis pour avoir de l'argent, on nous dit il faut un local. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour l'instant, ce que j'essaye plutôt, c'est de voir comment je pourrais éventuellement récupérer des subventions, parce que j'aimerais financer mon projet par des subventions. Je suis une asso. J'estime que ce que je propose, c'est vraiment un plus, c'est une solution et qu'on doit m'aider, que les pouvoirs publics doivent m'aider. La ville de Paris doit m'aider, que la région Île-de-France doit m'aider. Du mécénat, ça serait super, mais je sais que ça vient après, une fois que le projet est installé et viable. Je suis hyper frileuse, moi, pour les emprunts. Parce qu'en étant en asso, j'ai pas envie de me mettre plus de pression par rapport à ça. Donc, j'ai déjà été voir une banque. Déjà, pour ouvrir un compte bancaire, c'est compliqué parce que mon projet ne rentre pas dans des cases. Pour avoir une RCP Pro, j'en ai fait 4 ou 5. On me dit non parce que je ne rentre pas dans les cases. Donc déjà, je galère pour avoir une RCP Pro pour mon association. J'ouvre une boutique de vêtements. Il me faut donc un local dans le 11e arrondissement. C'est temps. Voilà. Des fois, il ne faut pas tout... mais parce que justement, c'était un peu la question. Je voulais rebondir sur ça, Alice. Il ne faut pas tout prévoir, parfois il faut simplifier. Quel serait le conseil? Là, on a vraiment l'impression que Stéphanie, là je ne me positionne pas du tout comme entrepreneur, mais comme intervieweuse. Voilà, elle a décidé que c'était l'asso, elle a décidé que c'est souvent ce qu'on vient souvent avec un schéma, que c'était forcément comme elle faisait de l'intérêt général, c'était forcément des subventions qu'elle devait avoir. Qu'est-ce que tu donnes, pas comme conseil, mais quel regard tu as là-dessus par rapport au fait que ce soit un projet associatif et qu'elle a l'impression que c'est ce chemin qu'elle doit prendre? Je vais être dure. Voilà. Mais vas-y, c'est pour ça. Et pour moi, déjà, c'est une question de posture. En tant que femme, on a tendance à minimiser et à se dire, je vais passer par une association et peut-être qu'éventuellement après, si je deviens rentable et je vois que ça marche, peut-être que j'irai voir une banque, etc. Il faut savoir que les banques, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la simplicité. Ils viennent pas de notre secteur d'activité, ils ne comprennent pas. Moi, je ne suis pas venue aller voir des banques en leur disant « je vais monter un coworking féministe 100% dédié aux femmes ». Déjà, ils m'auraient dit « quoi ? Que les femmes ?
comme marché. Je sais pas que les femmes, c'est 50% de la population. Hein. Bon, donc, je ne sais pas. Bon. Il faut savoir simplifier le process. Parce que quand nous, on y met tout notre cœur, eux, ils disent, elle y met son cœur, elle n'est pas rationnelle, c'est une femme. Voilà. Alors que si on part du principe qu'on dit, je vais ouvrir une boutique dédiée aux vêtements grande taille, voilà la part du marché, voilà ce que j'estime en marge sur mes produits. Bon, c'est rationnel pour eux, ça passe beaucoup plus. Et la problématique de l'asso, même si effectivement je trouve qu'il y a plein d'avantages, nous aussi ça nous a permis d'avoir cette boutique collaborative, la Patron Shop, mais il y a aussi une question, alors là pour le coup je vais parler un peu politique, qui est que actuellement, est-ce qu'on va de plus en plus octroyer des financements aux associations ? Ça va être, de moins en moins. On est quand même dans un climat politique qui n'est pas en faveur des femmes, qui n'est pas en faveur de grand-chose d'ailleurs. Hein. Donc, est-ce qu'à un moment, on ne va pas se heurter à d'autres portes ? Est-ce qu'on se heurte au financement public ou est-ce qu'on se heurte aux banques ? Tu vois ? C'est là que le modèle est intéressant. On veut passer la parole après. On va terminer là-dessus et puis on va échanger finalement après avec vous tous. C'est pour ça finalement que tu es rentré aujourd'hui, et c'est une très bonne nouvelle, que tu es lauréat du Social Starter des Canaux et que tu rentres dans un incubateur. Justement pour être accompagné, pour trouver un modèle, c'est très bien, et c'est un peu ce que tu dis, qui est sans doute un modèle qui à un moment et sera hybride. Et en fait, parfois à vouloir trop prévoir, comme pour le POC, c'est se couper un petit peu et c'est en avançant que tu pourras le faire. Donc c'est quoi cet incubateur dans lequel tu rentres pour explorer un petit peu quelle va être la forme en effet ? Pour le moment, j'ai été sélectionnée pour l'incubateur de la BGE Paris. Donc je suis encore pour 2 mois. Et ils m'aident vraiment à structurer mon projet. Bon, déjà à pitcher, super évident, à structurer mon projet. Et justement, c'est eux qui m'ont fait comprendre qu'il ne faut pas que j'abandonne mon auto-entreprise. Il faut que je puisse avoir les deux parce qu'il faut que je puisse vivre aussi. Voilà. Et on oublie très souvent que quand on veut aider les autres, il faut qu'on puisse être indépendante financièrement et subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est vrai qu'en tant que femme, je pense que j'ai souvent eu tendance à l'oublier. Donc, c'est pour ça que j'essaie de l'intégrer. Voilà, c'est un peu une nouveauté pour moi. J'essaie juste de l'intégrer. Donc la BGE m'aide à structurer mon projet. Là, je suis en train de faire mon business plan pour savoir si effectivement tout est bien rentable. Et à la fin de ces 3 mois, j'ai été sélectionnée il y a quelques jours pour un incubateur beaucoup plus complet qui est donc la PIE via France Active. Là, je vais avoir un accompagnement de 9 mois et qui vont pouvoir m'aider en plus jusqu'au financement. Donc je pense que j'aurai beaucoup plus déjà d'infos, je saurai plus où je vais fin d'année 2026, j'espère. Et parce qu'il faut que mon projet soit vraiment structuré, qu'il faut que je sache où je vais. Je vais être sûre que mon projet soit pérenne, que je veux qu'il fasse des petits plus tard. Donc je suis à 1 an, à 3 ans, à 5 ans. Je sais que mon projet est viable, donc je ferai tout ce qu'il faut. Et je vais me battre pour obtenir des subventions, même si c'est compliqué, parce que pour l'instant, c'est vrai que je vois plus par rapport à ça. Je vais également, éventuellement, faire du crowdfunding, voilà, pour les gens qui ont envie de me soutenir. En plus, c'est défiscalisable, voilà, comme je suis en asso de l'ESS, donc ça peut être super. Si les gens veulent donner des sous pour que mon asso prenne vie. Et j'ai pas besoin d'un énorme budget, en fait. C'est pour ça que je tiens le coup encore avec les subs. J'espère en avoir. Je fais juste un petit aparté, donc ce que tu disais sur les chiffres, donc ça fait une 50aine d'années que les femmes, elles ont le droit d'avoir un compte bancaire. Et en fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ça veut dire que dans notre inconscient collectif, nous en tant que femmes, ça ne fait que 50 ans que nous avons le droit d'avoir accès à notre propre argent. Même si c'est les femmes qui sont moteurs pour driver le budget de la famille depuis toujours, elles n'avaient pas accès à cet argent. Et quand elles ont commencé à travailler, souvent c'était quand même mal vu, donc c'était quand même le conjoint. On mettait l'argent sur le portefeuille du conjoint. Hein. Donc c'est normal d'avoir une problématique de légitimité sur l'argent, et c'est normal aussi de se dire, mon projet finalement c'est un projet dans le Caire, donc du coup on doit m'aider pour ça, et surtout je ne dois pas gagner d'argent avec. Mais il faut aussi se dire que l'impact qu'on a, l'impact sociétal, il viendra du fait que on ait un modèle économique et qu'on puisse en faire viable, qu'on puisse en vivre et qu'on puisse faire peut-être vivre aussi d'autres personnes avec. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant d'échanger avec le public ? Je trouve ça très intéressant, moi, en tant qu'entrepreneur, on va dire un petit peu. Je pense vraiment que, en effet, ce que je retiens
c'est que de l'entraide, déjà, on trouve des solutions. Et c'est le principe de cette maison des autres modes. C'est en faisant qu'on apprend à trouver les solutions. Et je te rejoins tout à fait, Alice. À un moment, c'est une question de posture. Et cette posture, elle est largement aussi importante. Je pense que c'est ce que je retire de ce que tu nous as expliqué. Et je te remercie pour cette clarté. Le fait de dire, je vais aller chercher des subventions. En fait, on ne peut pas aller chercher des subventions ou aller voir une banque, c'est un peu ce que je retiendrai, tant qu'on n'a pas, c'est pas mis dans une position d'entrepreneur. Il y en a beaucoup qui abandonnent quand ils sont sur les porteurs de projets, du coup, l'état des stats ou une évaluation, j'aime pas les stats, mais... Déjà, il faut savoir que nous, quand elles intègrent la patronnerie, elles vont faire le choix financier de payer des bureaux. Donc, quand on est déjà dans cette posture de se dire j'investis sur mon bien-être mental pour me trouver une communauté avec qui je me sens plus forte et qui va me soutenir, c'est un investissement financier qui fait qu'il y a ça découle d'une posture. Et quand on aura un rendez-vous, les personnes vont moins négocier parce qu'on a un bureau. Quand on va vendre quelque chose, on va se dire en fait, je suis sur mon terrain là, je joue sur mon terrain. Donc, on se met dans une posture déjà de gagnante. Donc en fait, investir sur soi, que ce soit par le fait d'intégrer des incubateurs, des coworking, c'est déjà rendre son entreprise plus viable. Donc nous, en termes de taux d'échec, on en a très peu parce qu'en fait, généralement, elles arrivent aussi en se disant j'ai un projet et s'il n'est pas viable économiquement, on va s'arranger pour que, en fait, le projet, souvent à la fin, c'est d'être libre et de s'organiser comme on veut. Donc on va tourner le business de manière à ce que ça puisse correspondre à un besoin concret dans notre société, quoi. Il faut casser des œufs pour s'en sortir. Alors, Stéphanie, tu as quelque chose à rajouter, tu aimerais dire, avant de pouvoir échanger finalement avec la salle? Juste dire en fait que l'entrepreneuriat, je pense que ça peut être super. Il faut être armé parce que c'est long, ça peut être fastidieux, ça peut être compliqué. Les choses bougent, on y arrive. Et je pense que j'en suis là aujourd'hui parce que justement, je lâche rien du tout. Je prendrai le temps qu'il faudra, mais que j'arriverai au bout et que je serai une patronne. Avec la stature, sans forcément demander des sous à une banque. On en reparle dans 2 ans. Voilà, c'est vraiment compliqué, mais juste quand on a une idée, quand on sait qu'elle est viable, quand on sait qu'elle peut rendre service, juste d'y aller. Voilà. Mais écoute, tu verras cet autre passage avec en effet les incubateurs qui vont t'accompagner. Je suis assez d'accord avec Alice, je n'en dis pas plus, tu as vu le chose, mais c'est vrai qu'à un moment, tu vas être en face également, ça c'est des investisseurs publics te poseront les mêmes questions. Comment est-ce que tu vas pouvoir je vais passer la parole. Est-ce que vous avez envie de réagir, mesdames, messieurs? Oui, je voulais juste proposer le crowdfunding parce que à un moment, la dame disait qu'elle n'envisageait pas d'emprunter à la banque. Ouais. Et c'est vrai que le crowdfunding, ça peut être une belle option parce que c'est un beau projet et les gens vont investir. En fait, vous avez de l'argent sans avoir la pression de rembourser, sans avoir la pression que vous aurez avec un emprunt à la banque. C'est clair, mais faut-il encore avoir, comme le disait Alice, du coup, la posture de patronne, qui pour moi est encore un petit peu compliquée dans le sens où le femme syndrome, c'est souvent le syndrome de l'imposteur. Mmh. Et que je me dis crowdfunding, ok, mais je ne peux pas promettre de contrepartie, par exemple aux gens qui vont me faire des dons. Oui. Et je sais que pour moi, ce cheminement-là est un petit peu compliqué. Après, voilà, les personnes seront au courant qu'elles adhèrent à une asso, que c'est pour aider au développement. Mais voilà, je pense que pareil, pour le crowdfunding, il y a un cheminement perso pour moi à faire. Mais toujours avec l'idée, et si j'y arrive pas. Parce que le crowdfunding, on a un budget, et on arrive en dessous du budget. Oui. Il ne se passe rien. Si on a le budget ou qu'on dépasse, c'est super. Toujours avec ce syndrome un petit peu de l'imposteur. Mais ça fait son chemin. Voilà. Le crowdfunding, tu vas voir, il y a toujours des solutions et c'est toujours la même chose. Il y a un moment, je suis avec quand même Alice, à un moment, il y a un objectif, il y a une manière d'y arriver et il faut simplifier. Il y a d'autres. Le crowdfunding, c'est pas forcément donner du produit en échange ou autre. C'est déjà venu à une interview où on avait eu avec venir au Festival des réparations. Fanny avait échangé sur son projet. Est-ce que tu as découvert d'autres choses aujourd'hui? Ça t'inspire d'autres choses par rapport à cette rencontre aujourd'hui? Du coup, moi, ça m'a beaucoup inspiré tout ce que vous avez dit sur l'entrepreneuriat des femmes, etc. Enfin,
J'ai appris plein de choses grâce à vous, merci beaucoup. Il y a toujours cette posture de on est une femme mais on peut pas être imposé autant qu'un homme alors qu'on a des projets incroyables qui portent des valeurs souvent de très belles valeurs. Et donc Stéphanie, je voulais te dire un petit message que vraiment crois en toi et crois en cette entreprise qui a vraiment des chouettes valeurs et qui va fonctionner et elle va grandir ton entreprise. Voilà, je suis sûre. J'ai passé la parole parce que là je pense aussi que j'ai des femmes qui ont aussi un parcours assez intéressant autour de la table et je rajouterais merci pour ton témoignage tu l'as dit Alice, en fait il y a beaucoup de gens qui croient dans ce que tu fais tout autour de la table. Tu portes énormément d'espoir dans l'arrondissement. C'est en effet du partage et de la solidarité. Tu le sais que tu pourras compter pour la Maison des Autres Modes mais aussi le 11e et ça je trouve que c'est fantastique dans la réassurance etc. Quand on sent, et c'est ce qui est génial dans le projet de Stéphanie, c'est qu'il porte un tel espoir collectif. Voilà, donc. Ce sont vos deux témoignages qui me parlent. Alors, moi, j'ai un parcours d'entrepreneur aussi, mais pas du tout dans les mêmes domaines que vous, parce que moi, je n'ai pas eu besoin d'aller voir la banque. Étant donné que je vends uniquement de la prestation intellectuelle, formation, conseil aux entreprises, etc., et enseignement. Mais malgré tout, même sans avoir besoin de plus d'argent que pour acheter mon ordinateur et mon bureau, c'est vrai qu'il faut sans arrêt être sur cette posture et cette légitimité en permanence. Je pense que c'est vrai pour tout le monde, hein, pour tout entrepreneur, homme ou femme, mais peut-être plus les femmes quand même, enfin, de ce que je peux observer. Regarde, tu viens de dire, moi aussi je suis entrepreneur. Ouais. Tu n'es pas d'entrepreneur, tu es entrepreneuse. Oui. Si tu coupes ta voix aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend ? On entend un entrepreneur qui parle, on entend un homme qui parle. Donc déjà dans la manière, le champ lexical qu'on utilise au quotidien, en fait on s'amoindrit parce qu'en fait... Le féminin, c'est pas entrepreneureux, non ? Et non. Bah non, parce que sinon il faudrait que je dise je suis entrepreneur pour qu'on entende. Oui. Et en fait déjà ça passe par le choix du vocabulaire. C'est important. Parce qu'en fait, on nous fait toujours croire que les mots, quand ils sont féminins, ils sont sales. Quand on parle d'entrepreneuse, on me dit souvent « Oui, mais du coup, je me sens un peu, c'est comme quand on dit maîtresse, etc. » Mais en fait, aujourd'hui, on coupe le son, on ne voit pas nos visages. À chaque fois qu'une femme dit « Je suis entrepreneur », elle dit au monde que c'est un homme. Et quand on dit qu'on est un homme, ça veut dire qu'il n'y a pas de rôle modèle féminin. Rebondir sur ce que tu dis, j'écris aussi des ouvrages professionnels et la première fois que j'en ai parlé, j'ai dit auteur et mon éditrice m'a dit non, autrice. Ouais. Voilà, les deux se disent, mais voilà, elle a rectifié en auteur, autrice. C'est comme le homme avec un grand H. Oui, mais je dois dire que c'est pas une question qui m'a quand même beaucoup perturbée dans tout mon parcours. Est-ce que tu n'as pas eu besoin de financement, etc. Oui. Mais quand tu arrives en tant qu'investisseur, il faut aller... Oui, mais j'ai quand même dû aller vendre mes prestations à des entreprises qui ne faisaient pas de cadeaux et qui étaient vraiment près de leur budget. Donc, c'est aussi... j'ai commencé dans ma vie en étant salariée. Après mes études, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'étais salariée. C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées comme femme entrepreneuse ? Les difficultés que j'ai rencontrées, alors je ne sais pas si elles étaient liées à ma condition de femme. Pour être tout à fait franche. Mais je crois qu'en tant que femme, dans les métiers que j'exerçais, il fallait être encore meilleure que les hommes. Donc ça, c'est quand même voilà. quand même, alors. Oui, et oui, parce que... Fallait que tu sois meilleure, pourquoi ? Parce que tu étais une femme. Je pense, mais c'est dans les non-dits, c'est pas quelque chose. Voilà. Enfin, moi, j'ai vu beaucoup d'hommes vendre leur soupe entre guillemets, en parlant fort, en étant dans une posture bien affirmée. Et alors, il y en a qui étaient excellents et très bons, hein, évidemment, mais certains qui étaient pas d'un niveau exceptionnel et qui, rien que par leur posture, arrivaient mieux à vendre leurs prestations. Donc, mais si nous on fait ça, si on se met à parler fort, on va passer pour des hystériques, alors que les hommes, eux, c'est presque normal, en fait. Bah, c'est normal. Ça devrait pas. Non, mais c'est normal. Jamais un homme, tu parles trop fort. Non, par contre, on le dira à une femme.
On dirait, ouais, t'es un peu hystérique. C'est vrai qu'on n'emploie pas non plus cet adjectif pour les hommes. Un homme ne serait jamais hystérique, mais une femme, oui. C'est une terminologie créée exprès pour les femmes. Oui, c'est ça. Encore, elle a besoin de se battre encore beaucoup plus on pour prouver qu'elle existe. On dira jamais d'un homme, il faut que tu parles plus fort. Déjà ça, on n'a pas besoin de lui poser la question parce qu'il parle plus fort. Alors que nous, on nous met même dans cette posture en disant sois plus forte, parle plus fort. Donc ça nous infantilise toujours en fait aussi ce genre de discours. Parce que petit, un garçon va lui dire sois fort, ne pleure pas, et une petite fille sois douce, et puis voilà, c'est dès l'enfance en fait. Ça, c'est ancré. C'est ancré, ou c'est compliqué. Je suis très intéressée par ton témoignage et évidemment par la mode grande taille, puisque moi aussi je suis grosse et je suis mère d'enfants gros. Je me demandais est-ce que ton association serait mixte et s'adresse aux garçons, parce que pour les garçons c'est encore pire d'être gros et de s'habiller que pour les filles. Alors moi j'ai envie d'avoir la particularité, bon, je sais que je me tire une balle dans le pied mais c'est pas grave, c'est que mes vêtements ne soient pas genrés. Ok, donc, non, très bien. Voilà, vienne qui veut. Ok, parfait. Chacun s'habille comme il veut, donc d'avoir des produits vraiment basiques, d'avoir des choses plus j'aime pas dire typé féminin, masculin, que chacun c'est très bien qu'il veut par rapport aux vêtements. Et j'avais une autre question. Je suis couturière amateur et nous sommes énormément de grosses amatrices. Énormément de grosses sont mises à la couture parce que justement c'était la seule solution et souvent très créative. Et je crois beaucoup aussi à l'upcycling, à mettre les vêtements à notre taille, que ce soit pour les agrandir ou les rétrécir. Et ça pourrait faire partie, si tu travailles avec des équipes pluridisciplinaires, de donner des cours de couture et de... Oui, pourquoi pas éventuellement dans le fait d'avoir des intervenants extérieurs et de valoriser leurs compétences. Oui, il faut avoir quelqu'un qui fait de l'upcycling, qui peut montrer à des nanas ou des hommes qui débutent qu'il y a moyen de trouver une pièce n'importe laquelle, de la relooker telle qu'on a envie, de la mettre à notre taille. Ou même qu'on a beaucoup aimée, qu'on regrette de ne plus pouvoir porter, de la transformer. Moi je trouve ça super, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses en upcycling et quelques marques vraiment qui jouent sur le côté vraiment oversize. Oui. J'ai en tête une marque belge qui est vraiment super, mais voilà. Encore une fois, c'est du fait main, c'est plus cher, mais il y a des super idées. Comme le fait aussi, comme je disais, d'arriver à avoir des vêtements comme au début du siècle, un vêtement qui fasse la perte de poids, la prise de poids, par exemple d'avoir une jupe qu'on peut agrandir de l'intérieur, plus 10 kilos, moins 10 kilos, de pouvoir gérer avec peu de vêtements, mais en tout cas, oui, voilà. Modulable. Et beaucoup de... J'aime beaucoup aussi la mode zéro déchet et taille unique, où avec des liens à la taille, ça va à tout le monde. C'est ça. Mais après, c'est pas forcément quelque chose de rentable, donc on n'en trouvera pas beaucoup. Peut-être qu'un jour, ça sera différent. Mais si tu achètes un pantalon qui fait toutes les tailles, je peux pas t'en vendre derrière, c'est ça mon problème. C'est là où c'est compliqué. Ah oui, économiquement comme modèle. Il y en a qui après, il y a plusieurs modèles. Il y en a qui c'est bien là que ce que je retiens vraiment de ça, c'est qu'en effet, par la force collective et la force du partage, en fait, on arrive aussi à faire évoluer nos modèles et à les enrichir et les discussions et les rencontres et ton modèle, c'est comme ta vie, il est en perpétuelle expérimentation et évolution. C'est où, tu peux nous dire où on peut te retrouver, la patronnerie Nous, on est donc situé dans le 11e arrondissement, on est rue de la Fontaine-au-Roi, au 51 rue de la Fontaine-au-Roi. Et donc, patronnerie pour patronne. Voilà. Stéphanie, pour finir, c'est quoi ta prochaine sortie ? Est-ce que tu prépares un pop-up, début juin, avec le super collectif où je suis aujourd'hui, UAMEP, voilà, donc avec des portants, avec des fringues de saison à prix raisonné, des vêtements que j'aurais choisis à la main. Pour en savoir plus, il faut suivre UAMEP et me suivre aussi, voilà. Merci à tous et je terminerai par malbouffe, malfringue, même combat.